Bon, le dialogue, j'espère qu'il va être un peu possible quand même entre droit, santé et biodiversité. Et je vais partir sur quelque chose qui est d'abord un plan, parce que vous allez voir, Serge, il n'y a pas de plan dans sa partie, mais je vais parler des objectifs de développement, de l'évaluation scientifique globale des écosystèmes, c'est pour vous faire entrer un peu dans le contexte, des stratégies de biodiversité et des objectifs associés, de l'existence de plateformes intergouvernementales dont le GIEC que vous connaissez très certainement, des liens entre changement climatique, santé et biodiversité, des stratégies de santé en lien avec l'environnement et d'une réflexion internationale qui est née bien avant les années 70. Et tout ça, c'est pour vous donner le contexte et après Serge va apporter des précisions. Donc, comme le disait Pierre, je suis juriste en droit je suis spécialiste en droit de l'environnement, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est le droit global de l'environnement, c'est-à-dire la traduction à différents niveaux de décision. En général, le droit de l'environnement, souvent, les juristes de droit international de l'environnement s'arrêtent au niveau international et ne vont pas voir la déclinaison ou l'application du droit au niveau régional ou au niveau national ou même au niveau local qui est peut-être celui d'une province ou même un niveau administratif un peu plus petit, si je puis dire. Donc, tout d'abord, les objectifs de développement, que vous connaissez, les objectifs du millénaire, sont des objectifs de droit international. En fait, en 2000, l'idée de la déclaration du millénaire, c'est de rappeler l'attachement des États à la Charte des Nations Unies de 1945 et de dire on est en fait tous les États membres des Nations Unies sont collectivement tenus de défendre au niveau mondial, ça je cite la déclaration elle-même, au niveau mondial, les principes de dignité humaine, égalité et équité avec un attachement fort aux principes de droit international et de justice internationale. Et il y a une citation qui m'intéresse parce que je pense qu'on va pouvoir la commenter sous différents angles. La déclaration dit « La mondialisation ne sera donc profitable à tous de façon équitable que si un effort important est soutenu et consenti pour bâtir un avenir commun, fondé sur la condition que nous partageons en tant qu'être humain dans toute sa diversité. » Donc il y a la diversité humaine, j'espère qu'il y a la biodiversité, mais en tout cas l'idée c'est de construire en fait ensemble des objectifs communs, notamment pour éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, et donc c'est les 8 objectifs pour 2015 que vous connaissez sans doute. Et là je m'intéresse essentiellement à l'objectif 6 qui était l'objectif de santé, mais qui était précis puisqu'il disait à l'époque combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Là, vous avez les cibles qui sont précisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire il y a cet objectif général et ensuite il est décliné en différentes cibles plus précises. Et puis pour ce qui concerne la préservation de l'environnement, intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux, inverser la tendance actuelle de déperdition des ressources environnementales. Et ce qui est intéressant, parce que maintenant on a le recul, réduire la perte de la biodiversité et atteindre d'ici à 2010 une diminution significative du taux de perte. On verra si on y est parvenu ou pas. Le bilan, alors je présente vite, je passe des objectifs au bilan. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer comment le bilan a été présenté. Je ne sais pas me servir du pointeur, mais voilà. Les objectifs 6, donc en fait on montre les success stories, on montre que le nombre de moustiquaires imprégnés d'insecticides livrés en Afrique subsaharienne a augmenté, le traitement antirétroviral dans le monde aussi. Ce qui m'intéresse ici, c'est que donc ça c'était pour l'objectif de santé, pour l'objectif d'environnement, ce qui est assez curieux, c'est que on part de 1990, alors que les objectifs ont été déterminés en 2000. Donc on ne sait pas trop comment ces indicateurs fonctionnent, du coup comment on a agrégé ça et pourquoi on fait référence à l'année 90. Vous voyez que je suis déjà un peu critique de ces objectifs. Ensuite, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont été éliminées. Bon, là, c'est une victoire, ça, c'est bien, on l'affiche clairement. Et ce qui a été dit dans ce bilan, c'est qu'il y avait un besoin de données fiables pour agir, de données scientifiques ou de données de tout type, et qu'il fallait renforcer la production de données et l'utilisation de données plus précises. On comprend quand on voit le bilan qu'on veut des données plus précises, effectivement, dans l'élaboration et le suivi des politiques, et que ce sont des outils fondamentaux du développement. Et je cite, le rapport dit ce qui est mesurable et réalisable.
ça aussi, ça peut prêter à discussion, évidemment. Alors ensuite, comme on s'est rendu compte que les objectifs n'avaient pas tous été atteints, malgré le bilan qui était montré comme positif, il a été décidé de faire des objectifs qui soient plus connectés, plus intégrés. Donc avec cette approche intégrée, l'idée c'était de répondre à l'interdépendance des défis. On se rend compte que tout est connecté, changement climatique, biodiversité, santé. Et l'idée, c'est d'atteindre un haut degré de cohérence, vous allez voir, des politiques au niveau mondial, régional, national et local. Ça fait rêver quand même, déjà, la cohérence au niveau national et local, c'est bien. Et laisser suffisamment d'espace. Donc, en fait, il y a des objectifs qui sont définis au niveau international, et l'idée, c'est de laisser suffisamment d'espace pour l'élaboration de politiques nationales et s'adapter aux contextes locaux, et notamment aux contextes écologiques locaux. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on fixe des objectifs, et c'est ce que je disais, il faut regarder le droit au niveau national, mais ensuite son application au niveau régional ou local, et surtout quand on regarde le droit de l'environnement en fonction du contexte écologique et du contexte environnemental. Alors, je change un peu de... Je ne vais pas dans l'ordre chronologique, c'est exprès, c'est pour vous faire suivre. En 2001 est décidée l'évaluation des changements écosystémiques sur le bien-être humain. Là, on parle de santé, on est concentré sur la santé humaine. Et l'idée, c'est d'établir une base scientifique pour mettre en œuvre les actions nécessaires à l'amélioration, à la conservation, de l'utilisation durable de ces systèmes et à la contribution au bien-être humain. Donc en fait, il y a plusieurs synthèses qui ont été faites. Là, j'ai pris évidemment celle qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la synthèse en santé, la synthèse qui concerne la biodiversité et les zones humides. Et l'idée, là, c'était de faire travailler ensemble. Il y a eu plus de 1300 chercheurs qui ont travaillé ensemble. Et apparemment, au dire de certains chercheurs qu'on a eu l'occasion de rencontrer et qui ont travaillé, c'était une première parce que c'était un travail interdisciplinaire. Il fallait échanger sur comment est-ce qu'on voit cette question de santé d'un point de vue d'un écologue, d'un point de vue d'un juriste ou de quelqu'un qui est spécialisé en sciences politiques. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une base aussi de savoir en fait l'état des écosystèmes pour pouvoir ensuite évaluer les changements de ces écosystèmes. Alors, en matière de biodiversité plus particulièrement, en fait, il y a eu un plan stratégique d'application de la Convention sur la biodiversité qui était sur la période 2002-2010. Et en 2010, il y a un constat d'échec de l'application de la Convention sur la biodiversité. Donc, c'est intéressant eu égard à ce que je vous ai montré tout à l'heure comme objectif. Et puis, donc, il y a l'idée d'adopter un nouveau plan stratégique. Puisque le précédent a échoué, adoptons-en un autre. Donc, l'idée, c'est que le plan stratégique sur la période 2011-2020 va être assorti d'objectifs. Des objectifs donc, qui sont mesurables, comme ça a été vu tout à l'heure. Si on peut mesurer, on peut comprendre l'évolution, on peut voir si la biodiversité est conservée efficacement ou non. Donc, ce que dit le plan stratégique, et l'objectif, c'est d'ici à 2050, la diversité biologique est valorisée, conservée, restaurée, utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé, en procurant des avantages essentiels à tous les peuples. Voilà, encore des objectifs qui sont bien affirmés. Et les buts qui sont affichés ici, je vais pas tous les lire, mais c'est gérer les causes sous-jacentes de la perte de diversité biologique en intégrant la diversité biologique dans l'ensemble du gouvernement et de la société. Donc avec un ensemble d'objectifs qui sont assortis à ces buts. Donc il y a les buts généraux qui sont divisés en 5 et ensuite des objectifs qui sont associés. Et en fait, là... La dernière conférence des parties, donc l'organe décisionnel de la Convention sur la biodiversité, a constaté qu'en 2018, la plupart des objectifs d'Aichi ne seront pas atteints. Donc on est toujours dans cette course on établit un plan stratégique, mais en l'occurrence, on n'atteint pas les objectifs d'Aichi. Et alors l'idée, c'est de se dire, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de stratégies, comment on va les associer les unes aux autres, et en associant en fait la biodiversité et l'agenda, c'est-à-dire les objectifs de développement, ces nouveaux objectifs, on essaie de voir comment on peut associer un objectif comme
assurer une qualité de la vie et promouvoir le bien-être pour tous et à tous les âges, aux objectifs d'Aichi qui sont vraiment des objectifs de biodiversité. Là, par exemple, réduire le nombre de morts et de maladies liées aux produits chimiques, à la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Il y a des objectifs d'Aichi qui sont associés, c'est la réduction de la pollution, bon, ça on aurait pu y penser. Non, mais justement, on va en discuter. Calme-toi, moi je lis là, je fais du texte. Et à l'accès et le partage des avantages, les connaissances traditionnelles ou les services écosystémiques. Donc ça a été associé comme ça, et très bien, on peut maintenant suivre les objectifs de développement durable avec les objectifs d'Aichi. On a ensuite, pour couronner le tout, ça a bougé, des plateformes intergouvernementales, donc sur le modèle entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il y a des différences, du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui existe depuis 30 ans maintenant, qui avait pour but de fournir des évaluations de l'état des connaissances scientifiques et techniques sur les changements climatiques, leurs causes, et voir un peu quelles étaient les stratégies à élaborer, est née la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'idée, c'est améliorer les liens entre les connaissances et la prise de décision. On pourra discuter un peu de comment ça se fait finalement. Et identifier et élaborer des outils et des méthodes d'appui aux décisions qui prennent en considération toutes les connaissances pertinentes sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ces connaissances pertinentes, il va falloir définir de quelle connaissance il s'agit. Alors ensuite, par exemple, les liens entre changement climatique, biodiversité et santé ont été de plus en plus étudiés, là, dans le cadre des organisations internationales. C'est-à-dire, évidemment, la communauté scientifique y réfléchit, mais ensuite, c'est porté au niveau international et dans l'arène du droit international par des organisations internationales, et notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement, devenu UN Environnement, mais c'est toujours le même. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Ça, c'est un rapport de 2008. C'est des exemples ici, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, notre planète, notre santé, notre futur. Ça, c'était lancé dans le cadre de la conférence Rio+20 par l'OMS. Ensuite, il y a un rapport sur santé, changement climatique fait par l'OMS dans le cadre de la COP24 sur le climat. Ensuite, les relations entre biodiversité et changement climatique, contribution de la science aux politiques du développement durable. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi porté par les organisations internationales, mais on ne sait pas forcément très bien de quelle manière, et surtout de quelle manière c'est articulé entre toutes ces organisations. Il y a des stratégies de santé en lien avec l'environnement, ça c'est né petit à petit depuis la Convention de Rio, avec l'Assemblée mondiale de la santé, donc organe décisionnel de l'OMS, qui demande aux États de renforcer les mesures environnementales pour protéger et promouvoir la santé humaine, en incluant, et ça c'est intéressant, des approches intersectorielles et interdisciplinaires promouvant la protection et la promotion de la santé humaine et du bien-être, en intégrant la participation des communautés et la participation locale. Et là, vous voyez qu'en fait, donc une stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement a été adoptée en 1993, et ensuite des stratégies au niveau régional ont été adoptées par le bureau Asie-Pacifique, le bureau Asie du Sud-Est, l'Europe, et on voit émerger les réflexions sur les liens entre biodiversité et santé humaine, mais aussi, et ça c'est amusant parce que c'est pas trop dit, sur les droits de l'homme, santé et environnement, les liens entre le droit et la pratique, mais ça c'est quelque chose qui émane de l'OMS en fait, donc c'est pas très courant, et c'est passé un petit peu inaperçu d'ailleurs. Et l'idée en fait, c'est que la réflexion scientifique sur ces questions, elle date pas d'hier, et qu'on patine un peu, en gros. Enfin là, je vais faire vite parce que je vais laisser la parole à Serge sur ces questions et on pourra en discuter ensuite. La réflexion scientifique, elle date de bien avant l'UNESCO, mais je veux citer cette conférence de l'UNESCO parce que pour moi, je trouve qu'elle est parlante. Il y a une conférence qui a été organisée en 1968 sur l'utilisation et la conservation de la biosphère, avec là une citation qui dit que la diversité du milieu est essentielle pour l'évolution de l'homme et ses sociétés parce qu'un milieu stéréotypé et uniforme
entraîne souvent un appauvrissement de la vie, une perte progressive des qualités même de l'humanité et un affaiblissement de la santé physique et mentale. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était un grand moment de réflexion scientifique avec beaucoup de résultats, des questions sur la modélisation. Et puis, bon, après, vous avez les ouvrages connus de Rachel Carson, enfin après ou en même temps, là, c'est pas chronologique, les limites à la croissance. Toute cette effervescence qui, en fait, a donné lieu aussi à la naissance du droit de l'environnement en tant que branche indépendante du droit. Et puis, ensuite, des mouvements qui sont plus des mouvements de mode avec une intégration de ces questions scientifiques par les organisations internationales et qui laissent la place à Serge Morand. Et donc sur les aspects, moi plutôt intéressé sur les aspects biodiversité, mais qui en fait a été par le hasard a conduit à travailler en Asie du Sud-Est sur des projets qui étaient biodiversité, qui se sont ouverts de plus en plus aux aspects santé. Et qui finalement, quand on est les aspects biodiversité, on est des aspects avec évidemment les sociétés, hein, diversité biologique, diversité culturelle ou bioculturelle quand on s'intéresse à la domestication. Et sur les aspects santé, on est aussi vraiment dans les aspects de politique, hein, politique de santé. Donc très rapidement, en tant que écologie de la santé, travaillant avec les communautés locales, travaillant avec les hôpitaux, les départements de santé ou de santé animale, on se retrouve confronté à des problèmes d'organisation, de gouvernance, de politique publique. On n'est pas du tout armé pour comprendre dans quel milieu on est, et on a besoin de travailler avec des gens qui sont, comme Claire, qui sont plus sur ce domaine-là. Et c'est vrai que quand tout scientifique de base, je pense que c'est un peu comme vous, enfin en tout cas moi c'était ça, on voit surtout qu'on a une architecture de la gouvernance mondiale qui est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous a même pas tout présenté, Claire. C'est que non seulement on a un peu tous ces grands projets qui tournent par les Nations Unies, quoi, et par les différentes agences des Nations Unies, mais aussi on a des intercroisements entre ces agences-là, comme le One Health, j'en reparlerai un petit peu, quoi, une santé entre l'OIE, l'FAO et l'OMS, comme les initiatives entre la Convention sur la diversité biologique et l'OMS sur les liens biodiversité-santé, comme sur d'autres programmes internationaux qui se mettent en place, comme Future Earth, et qui ont aussi des aspects santé. Tous ces empilages, c'est même plus que ça. Des fois, c'est en conflictuel, quoi. Il y a aussi des conflits entre ces empilages, qui fait que ce n'est pas très simple pour savoir en fait qui fait partie de quoi, qu'est-ce que sont en fait ces aspects. L'autre côté, après on s'intéresse aux relations santé-biodiversité, santé-environnement, il y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, quoi. Et là, je trouve assez intéressant, c'est Thomas Logan, qui était un médecin de la colonisation américaine, donc sur le front, et qui arrive jusqu'en Californie, quoi, et commence à s'intéresser à la santé des colons, hein. Pas des gens qui sont sur place, pas des Amérindiens qui n'existaient pas dans le paysage, mais vraiment des colons. Donc c'est dans une phase de colonisation, quoi. Mais il dit déjà qu'en fait, que pour comprendre l'étiologie des maladies, on a besoin en fait d'étudier les affections des différentes localités, leurs connexions avec toutes les conditions et circonstances qui sont en fait qui font le lien entre la santé de ses habitants, et donc en fait de regarder les relations de la santé avec le climat, les formations géologiques, la faune, les végétaux, les minéraux, l'eau. C'est-à-dire qu'il nous présente déjà le programme qu'on veut faire en train de santé environnementale. Et c'est écrit quand? C'est écrit en 1859. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces temps-là pour qu'en fait on redécouvre simplement que maintenant ces aspects. Et puis autre chose comme ça qui pourrait dire qu'en fait la science coloniale, et notamment la science coloniale, j'ai retrouvé ça aussi vraiment par hasard et j'en étais complètement assez époustouflé. Donc ça a été créé en fait par un groupe autour de l'université d'Oxford, et notamment autour de Julian Huxley, qui était aussi un des pères aussi après de la formation de l'écologie, qui est essentiellement santé, donc quelqu'un qui a aidé à former ma discipline scientifique. Mais ils ont développé aussi en fait toutes ces sciences appliquées. Science in Africa. Et c'est ce truc, vous pouvez le télécharger sur Internet, et il est ouvert, il est en archive libre. Vous pouvez le voir parce qu'il date en fait de 1938 et ça a été synthétisé par Worthington. Et on a ce dessin, alors que j'ai redessiné pour que ce soit un peu mieux, mais vous avez le dessin original, quoi, qui vous met toutes ces connexions. Les connexions entre
les sciences du sol, la botanique, la zoologie, l'entomologie et cette relation entre anthropologie, santé population, santé animale, santé humaine, médecine et avec tout un aspect de formation de l'animal, tout ce qui est la pharmacopée, toute l'agriculture et la production animale, la foresterie, les fisheries et l'importance de faire des surveys et d'établir des cartographies, quoi. C'est complètement hallucinant. C'est du One Health, c'est des programmes systémiques qu'on reprend après maintenant avec une santé. Savoir qu'en même temps que Julian Huxley, qui était très impliqué dans cette science, en fait, de gestion de la planète déjà d'avance, qui est une vision finalement coloniale. C'est qu'on apprend ça dans les colonies, à gérer l'environnement, et que maintenant, c'est la planète Terre qu'on reprend, quoi. Mais Julian Huxley, c'était aussi le fondateur, le secrétaire de la Zoological Society of London. C'est eux qui toujours sont les parrains de toutes les grandes ONG internationales, toute la conservation. Si vous regardez, vous voyez souvent le cycle ZSL, le premier directeur de l'UNESCO et un des membres fondateurs du WWF. Donc on voit d'un seul coup ce lien qui se fait d'un point de vue historique et qui n'est pas très étonnant après maintenant quand on lit ce qu'on peut lire. Et puis évidemment, l'UNESCO, on voit bien le lien avec Julian Huxley. Julian Huxley aussi qui est un des fondateurs de l'UICN. Donc on voit bien aussi donc, sur l'UNESCO avec cette recherche sur l'écologie humaine. Et ça aussi, c'est l'héritage de Julian Huxley. Ça, c'est je dirais la vision quand même qu'il faut regarder derrière de l'écologie appliquée. Cette science qui est essentiellement une science anglaise au départ, qu'on a suivie, quoi, qui s'est développée un peu plus après aussi aux États-Unis, mais une science quand même anglo-saxonne, complètement dans ces concepts qu'on utilise maintenant. Quand on regarde après, si on s'intéresse à la santé, on a plusieurs concepts de santé. On a le Global Health. C'est finalement essentiellement qui reste toujours autour de l'OMS. Quand on travaille avec l'OMS, quand on travaille avec les gens de l'OMS, c'est souvent cette santé globale. Qu'est-ce qui va se passer avec le vieillissement de la population? Qu'est-ce qui va se passer avec le problème de justice et d'accès aux soins? Donc avec derrière aussi tout un aspect de justice et d'équité vers la santé et vers le bien-être. Très orienté OMS. Le One Health, une santé. Ça, c'est un lien qui était en fait de pouvoir lier et de mettre ensemble les santé humaines et santé animale avec l'environnement. En fait, c'est aussi très ancien. C'est un peu de ces liens entre l'OMS, l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, et l'FAO, la production agronomique, et l'FAO étant aussi chargé de lier des aspects environnementaux, hein, les forêts, les couches océaniques et enfin tout ce qui est lié en fait aux ressources vivantes. Donc ça, c'est essentiellement, ça c'est né aussi le One Health avec la participation très forte d'une organisation non gouvernementale de conservation qui s'appelle le WCS, la World Conservation Society. Donc ceux qui en fait travaillaient sur la santé animale, de la faune sauvage, mais aussi de la gestion des parcs internationaux, des grands parcs, qui ont vu d'un seul coup qu'il y avait un problème de financement aussi des parcs et que peut-être les aspects santé et notamment émergence de maladies infectieuses pourraient être aussi en fait un bon moyen de pouvoir aussi assurer leur propre financement en tant qu'ONG et de continuer leur travail de conservation. Donc on voit bien aussi cette conservation plutôt par le One Health, pas du tout par l'OMS. Et puis EcoHealth, qui est une variante finalement du One Health, avec une emphase un peu plus importante d'un point de vue environnemental et une emphase un peu plus importante sur la participation des communautés locales dans la gestion de la santé à l'interface homme, animal, environnement. Et puis finalement, le Planetary Health, santé planétaire. Ça, je vais m'attarder un tout petit peu dessus. D'abord, le One Health, c'est vraiment... on regarde ça, c'est vraiment cette interface. Alors j'aime bien parce qu'en fait, quand on regarde dans tout ça, il y a essentiellement des aspects des trucs tripartites, hein, sans arrêt, quoi. On a des pyramides sans arrêt, des interfaces qui se font. Donc santé humaine, santé animale, santé environnementale, ce qui permet de lier finalement les vétérinaires avec les médecins, qui ne marchent pas toujours très très bien. Et puis avec... Alors, un des exemples frappants maintenant, et on le reprendra avec Planetary Health, c'est la gestion de l'antibiorésistance.
la montée de l'antibiorésistance, et notamment avec l'usage pas très optimal de l'antibiotique chez l'animal, provoque en fait des répercussions en termes de santé humaine, avec l'augmentation des maladies nosocomiales notamment, et de toute la résistance, multirésistance de nos bactéries. Donc on est un peu dans ce système-là du One Health, qui est en fait déjà présent avec d'autres périodes avant, qui était aussi une santé qui s'appelait, qui mettait le lien entre santé vétérinaire et santé humaine. Planetary Health. Ça, c'est plus récent, donc ça doit être à peu près de 2 ans à peu près, et ça a été lancé par la Fondation Rockefeller. Donc on voit aussi les grandes corporates, qui était Fondation Rockefeller, qui a été intéressée aussi dans la santé, développement par exemple du vaccin contre la fièvre jaune, et la Lancet, commission, qui sentait sur la santé planétaire, qui est très reliée finalement avec les hypothèses de Rockström sur les planètes boundaries, c'est-à-dire d'avoir des limites planétaires, et on va y reprendre en termes d'intégrité des différents facteurs sur la planète. Donc, Planetary Health change le débat. Au lieu de faire One Health, Eco Health, de regarder par le local, les communautés, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue local, au lieu de regarder comme le Global Health, de regarder par le côté purement humain, Planetary Health regarde par le côté planète. C'est vraiment les sciences de l'environnement qui pilotent. Et là, à partir de là, avec des choses que je vous ai mis en rouge, qui sont assez importantes, quoi. En fait, le concept, c'est dire que la santé humaine et la civilisation dépend en fait de systèmes naturels qui marchent bien, d'écosystèmes qui marchent bien. Et en fait aussi, là j'ai oublié de le mettre, d'une bonne gouvernance, un stewardship, une bonne gestion de ces systèmes naturels. Donc il y a aussi le côté quand même de gestion qui est derrière. Et qu'en fait, que les solutions, parce que là, je veux dire sûr que ça va mal, tant d'un point de vue global, perte de biodiversité, changement climatique, tous les problèmes, on parlait des plastiques tout à l'heure dans les océans, que tout ça, en fait, les solutions vont dans une redéfinition de la prospérité pour focaliser sur l'amélioration du cadre de vie, la qualité de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on change le paramètre. Et ça va être intéressant, je vous le montrerai après tout à l'heure, Et la provision, de pouvoir donner une santé améliorée pour tous, mais tout ça avec un respect de l'intégrité des systèmes naturels. Donc ça, c'est un peu le cadre, et le cadre commence à se développer, et il part vraiment justement de Rockström sur ces limites planétaires et l'exploration de ces espaces qui seraient en fait relativement encore safe, qui seraient relativement encore OK, mais jusqu'au moment donné où en fait on passerait, donc c'est passé sur en fait la théorie des systèmes derrière et la modélisation des systèmes complexes, où on passerait à partir d'un moment, on arriverait à des changements de régime des systèmes. Donc tous les gens qui travaillent sur ces systèmes complexes le savent très bien, on va d'un seul coup changer de système et on va en fait aller vers une zone d'incertitude, mais on ne sait pas où on va. Donc en fait, c'est l'idée de Rockström derrière, c'est de dire on décline des grands processus qu'on lie à des échelles globales ou à des échelles locales, comme l'ozone, comme l'acidification des océans, comme les changements climatiques, les cycles de l'azote et du phosphore, les aérosols, l'usage de l'eau, l'usage de terre, la perte de biodiversité, les pollutions chimiques, et de savoir finalement, est-ce qu'on est toujours dans des zones de confort où on approche des systèmes où il va y avoir un changement de régime. Donc c'est ça, c'est pour l'humanité, c'est de dire, quand un des derniers papiers qui a été fait, sur l'usage des eaux, ça va encore, sur les aspects d'intégrité de la biosphère, ça commence à aller mal, sur les aspects flux biogéochimiques, ça va aussi relativement mal. Et par contre, on a des choses où on ne sait pas trop où on va, notamment sur les aérosols par exemple. Donc c'est la démarche qui a retrouvé une concrétisation récente avec ce papier qui est sorti, je crois que c'était dans Science, juste il y a à peu près 1 mois, 2 mois je pense, où en fait c'est le projet Living with Resistance qui s'intéresse aux biocides.
tous les ensembles des biocides, qui sont pesticides, herbicides et antibiotiques, et notamment sur finalement cette circulation. Alors c'était relativement intéressant parce que moi je travaille aussi sur l'antibiorésistance. On a vu des gènes d'antibiorésistance qui ont émergé du passage finalement des bactéries bergers chez des cochons élevés dans des petits villages sur des humains, essentiellement parce qu'on utilise des antibiotiques dans la nourriture. Les cochons sont élevés, c'est bourré d'antibiotiques, et finalement on s'est aperçu qu'il y avait un gène ou deux gènes d'antibiorésistance, notamment un gène, le MSA1, qui était porté par un plasmide, qui a émergé sur toute la Chine et qui s'est baladé sur la Terre entière. Un seul gène porté par un plasmide et qui en fait peut passer de bactérie à bactérie, entérobactérie, donc essentiellement sur des grammes négatives. Donc on voit bien aussi, ça ils le reprennent un peu, on voit aussi l'évolution en fait des résistances aussi sur les plantes et le flot en fait qui se fait entre les continents. Donc c'est de bien montrer aussi, est-ce que finalement sur l'utilisation des biocides, on n'arrive pas aussi en limite planétaire. En fait, on va s'arriver qu'on sature complètement le milieu et on est en train de préparer, parce qu'on commence à observer, les superbugs, les plantes, les bactéries qui résistent à tout, les plantes qui résistent à tout, les insectes qui résistent à tout, les rongeurs qui résistent à tout, évidemment tout en perdant toute partie de la biodiversité en même temps. Sachant que certains pensent qu'il suffit d'aller un peu plus loin, on va avoir le CRISPR-Cas9, donc les nouvelles technologies qui vont nous sauver. Donc, ça, pour l'instant, c'est un peu aussi le cadre. Quand on travaille en tant qu'écologiste, alors je ne veux pas présenter des données terrain, mais je peux peut-être présenter les données qui sont aussi globales, c'est de dire comment lier ça. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre les pertes de biodiversité, les problèmes sociaux, donc le fonctionnement des sociétés, et notamment les maladies infectieuses, si je prends les aspects de santé, ou le bien-être. Donc ça, c'était une des parties de la réflexion. Et finalement, il y a une façon de pouvoir le faire. Et ça, il faut remonter à des choses qui ont été développées par les Allemands au XIXe siècle, qui s'appellent les approches socio-écologiques. Ça a été développé par Liebig, qui est le fondateur de l'agronomie, et notamment qui a développé finalement les premiers sur les intrants artificiels, l'azote, mais qui s'est rendu compte d'un seul coup les impacts tout à fait négatifs, où finalement les sols exportaient. Et les sols s'approvisionnaient parce qu'en fait, tout était exporté en termes d'organos. Et puis, Marx, qui avait lu fortement Liebig, et qui se rendait compte que le fonctionnement même de la cité, le fonctionnement même de l'agriculture, c'était aussi ce rapport en fait entre la société, la circulation et cette circulation écologique. Et qu'il y avait un problème entre la circulation écologique et la circulation de la matière. Donc en fait, c'est un programme qui a été développé, qui est refait comme ça, qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle quand on s'intéresse à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a des drivers, des forces, qui vont exercer des pressions. Ces pressions, on va pouvoir les mesurer sur des états. Ces états vont avoir des impacts. Et on a des réponses qui nous sont données par la gouvernance diverses, et notamment par le droit. Donc ça, c'est intéressant, parce que là, d'un seul coup, on a le moyen de communiquer. C'est-à-dire que si je travaille là-dessus, je peux finalement rester sur ces conditions-là, mais d'avoir trouvé la manière de dialoguer avec les gens qui font de la gouvernance. Alors ça se passe comment ? Finalement, eux, ils ont été très simples. Abert, c'était 2007. Fischer-Kowalski, 2016. Très récent, c'est un papier celui-là, c'est un papier dans PNAS. Ils ont en fait pris deux choses qui sont importantes. Les forces, c'est essentiellement la consommation alimentaire, les types de consommation alimentaire, notamment la viande, je n'y reviendrai pas trop, mais et les consommations d'énergie. Tout ça, évidemment, dans des mondes qui sont plus ou moins connectés. Les pressions, elles sont de deux ordres sur le côté écologique. Les changements dans l'usage des terres. Quelle va être l'appropriation de la terre vers l'agriculture, vers la production, vers l'urbanisation, vers des routes. Et finalement, tout ça, c'est une traduction en termes d'appropriation de la productivité primaire nette par les humains, pour leurs propres besoins. Cette production, cette prise de l'appropriation de la productivité primaire a un effet sur des états qui sont simplement les changements de biodiversité. Déjà
l'organisation des paysages, mais surtout quelque chose qui est peut-être plus parlant, c'est le nombre d'espèces et les extinctions d'espèces. On rentre dans la 6e extinction, comme vous le savez, et tout ça va avoir des impacts. Et les impacts, les gens maintenant s'intéressent aux services écosystémiques, pollinisation ou autres systèmes d'épuration rendus par les écosystèmes. Donc il y a aussi le fait de perdre cette biodiversité, il y a une réduction des services écosystémiques. Tout ça fait que finalement, ça a des conséquences sur les réponses en termes de politique d'usage des terres, de politique d'usage des ressources, de politique dans la conservation, au niveau national qu'au niveau local. Ça, c'est la boîte noire de l'écologue qui ne peut pas ouvrir s'il n'a pas quelqu'un de la gouvernance. Par contre, ça, c'est aussi une boîte noire qui peut difficilement ouvrir s'il n'a pas des économistes avec. Ça, c'est une boîte, cette relation aussi, qui peut difficilement ouvrir s'il n'a pas des gens qui travaillent en anthropologie et en termes d'organisation, c'est-à-dire que comment en fait les communautés vivent, comment les hommes vivent entre eux. Donc ça, on a besoin de toutes ces personnes, des sciences humaines, pour y travailler. Ça, par contre, c'est plus de notre domaine en tant qu'écologiste ou en tant que gens de l'environnement et une partie en termes de santé. Alors, est-ce que c'est une réalité ? Quelle est la relation finalement entre la productivité primaire biologique et la diversité, la biodiversité ? Ça avait été déjà postulé par un grand écologue, Wright, en 1983, qui avait fait finalement cette courbe théorique, qui a été démontrée empirique, qui a été démontrée, que finalement il y avait une très bonne relation entre le flux d'énergie qu'on peut mesurer par la productivité primaire nette et la richesse en espèces, localement. Ce qui est relativement intéressant, c'est-à-dire que plus en fait on a une productivité primaire, plus on a une diversification, une diversité. On pourrait penser qu'en fait, il suffirait qu'on ait une augmentation de l'abondance des espèces qui sont là. Non, ça favorise en même temps la diversité. Ça, c'est comme chose d'un point de vue évolutif, on ne sait toujours pas très bien expliquer ça. Parce qu'on a une vision, c'est encore entre les écologues et les évolutionnistes. Les évolutionnistes ne s'intéressent pas trop aux aspects évolution des communautés, s'intéressent plutôt aux aspects évolution des populations par les changements d'usage des gènes. Alors peut-on le tester ? Oui, on peut récupérer les données sur la productivité primaire nette, on a les bases de données internationales. On peut en fait une base de données qui a été faite aussi par ce groupe allemand qui en fait a calculé l'appropriation de la productivité primaire par pays et par différents types de fonctions, de facteurs, agriculture, pêcherie, etc. Donc ils sont même capables aussi de donner une méthodologie pour le calculer à des échelles beaucoup plus faibles, locales. On a les richesses en espèces, grâce à l'UICN, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est là. On a aussi les espèces en danger, grâce à l'UICN, avec la Red List. Donc on peut savoir en fait les pertes de biodiversité. Et au niveau santé, on peut utiliser différents indicateurs qui peuvent être soit les mortalités, soit aussi le nombre d'épidémies par pays, qui est beaucoup plus intéressant parce que plus en fait on peut penser que plus un pays a un nombre d'épidémies très fortes, plus on peut penser qu'il y a un problème de régulation des relations hôtes parasites dans ce pays. Quand on regarde et qu'on contrôle évidemment pour l'autocorrélation spatiale, pour différentes choses, je passe là-dessus, on voit premièrement qu'on confirme qu'il y a vraiment cette bonne relation entre la production primaire et la richesse spécifique par pays. Rien de nouveau, ça a déjà été publié il y a déjà quelques années, donc c'est rien de nouveau. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde l'appropriation de la productivité primaire par les humains et le nombre d'espèces en danger d'extinction, mammifères et oiseaux, dans un pays, évidemment corrigé pour la richesse de ce pays, en oiseaux, en espèces et d'oiseaux, on s'aperçoit qu'on a une corrélation positive. Donc on est bien vraiment dans le côté driver, réponse, c'est-à-dire que plus un pays s'approprie la productivité primaire biologique nette, plus le nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères qui sont dans ce pays sont en danger, en pourcentage. Très bonne corrélation. Et puis, est-ce que ça a un impact en termes de perte de services écosystémiques ?
Je prends en fait les services écosystémiques de régulation de maladies. J'ai pas pris maladie des plantes parce que j'ai pas de base de données de façon très bonne sur les maladies, les épidémies de plantes au niveau mondial. Mais par contre, on a les bases de données de l'OMS et d'autres qui existent sur les épidémies. Donc j'ai pris celles sur les épidémies sur les 50 dernières années et on s'aperçoit qu'effectivement, on a aussi cette même corrélation. C'est-à-dire que plus on accapare la productivité primaire biologique nette, plus on augmente le nombre d'épidémies zoonotiques sont liées aux animaux, et notamment à la faune sauvage, par rapport au fond des maladies qui circulent dans le pays. Donc c'est vraiment en termes d'épidémie, pas en nombre de cas aussi, épidémie. Et donc effectivement, on a bien cette corrélation. Donc on a un système qui marche relativement bien, où finalement, on conforte la loi de Wright, mais on conforte que plus un pays prend la productivité primaire qui lui arrive à son profit, pour faire de l'élevage notamment, l'élevage intensif, pour faire des systèmes relativement artificialisés, pour artificialiser, plus on perd de la biodive et plus on a d'épidémies. Tout de suite, je rappelle, ce sont que du nombre d'épidémies. Ces épidémies peuvent être très réduites en nombre d'individus. Tout dépend après des politiques de santé publique. Si on a des bonnes santé publiques, ça veut dire que dès qu'une épidémie démarre, on peut la contrôler. C'est le problème, c'est que d'un seul coup, on perd les politiques de santé, on ne contrôle plus rien. Donc finalement, en tant qu'écologiste et en tant que quelqu'un qui s'intéresse à la santé, on a une sorte de concept, un framework qui existe entre les deux. Mais il y a un problème maintenant qui reste, c'est que comment agir ? Comment agir ? Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est l'économie, mais c'est surtout l'inégalité qui est intéressante. Et là, on reprend sur les concepts de global health, c'est de justice, et de justice économique. Et tout l'intérêt de lire le Capital de Thomas Piketty, mais pas que lui, notamment tous les travaux d'Atkinson, c'est quels sont les liens entre inégalité économique, croissance économique et santé. Alors, il y a des choses qui sont vraies, qui marchent, c'est-à-dire que finalement, l'accroissement de la richesse, mesuré par le PIB, par le PNB, côté 20, ça a un effet relativement important en termes de développement de la santé. C'est vrai. Donc en fait, une partie de ce que disent les objectifs des OMD est vrai, même si on peut après s'interroger, et je vous donnerai on pourra en discuter sur certains aspects. Par contre, il y a des choses beaucoup plus intéressantes, c'est que si on s'intéresse finalement au bien-être. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer, mais c'est quoi le bien-être ? Parce que sans arrêt, Claire nous a parlé du bien-être. Moi, quand j'ai vu ça, le bien-être pour la première fois, je dis, ça veut dire quoi le bien-être ? Donc, retravailler, relire un peu ce qui se fait, quoi. Et on a une conception objective et une conception subjective du bien-être. La conception subjective du bien-être, c'est de demander à chacun de vous, êtes-vous heureux ou pas ? Et c'est tout. Je ne vous demande pas de dire oui peut-être, c'est oui ou non. Et là, il y a une base de données internationale qui se fait. Alors maintenant, on la complique, elle est faite un peu plus, façon avec beaucoup plus d'indicateurs, on peut la définir. Mais on a ces bases de données qui sont des bases de données subjectives du bien-être. Et on a des bases de données objectives du bien-être qui sont quoi ? Relativement simples. L'espérance de vie en bonne santé. Pas l'espérance de vie tout court. Ça sert à quoi de vivre jusqu'à 100 ans si on fasse les dernières 30 années avec un respirateur, avec des tas de trucs, avec des tas de drogues ? On peut vivre beaucoup moins longtemps, jusqu'à 70 ou 80, mais finalement en très bonne santé. Donc c'est cette partie-là, quoi. D'ailleurs, je vous invite à regarder ça. Il y a quelque chose qui vient juste de sortir la semaine dernière avec Bruit Paris, quoi, donc l'Observatoire des nuisances sonores, donc plutôt sur tout l'environnement parisien, quoi, avec l'impact des couloirs aériens et des couloirs terrestres, de trucs sur la perte d'années de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'on sera plus s'intéresser à l'espérance de vie. On va s'intéresser à la qualité de vie. Et là, on s'aperçoit de choses relativement intéressantes. Si on prend par exemple l'happiness index, c'est qu'en fait, vous êtes content ou vous n'êtes pas content, quoi. On s'aperçoit il sature très rapidement avec la richesse. C'est-à-dire qu'il faut... l'argent ne fait pas le bonheur, ça se démontre, c'est-à-dire il en faut un minimum.
Mais après, au bout d'un minimum, finalement, on sature. C'est plus là, on a d'autres problèmes quoi, qui apparaissent. Quoi. Mais surtout, en fait, qu'on s'aperçoit, c'est l'inégalité économique. Alors, j'ai pris qu'un des hommes, il y en a plein de façons d'indicateurs pour l'inégalité. J'ai pris simplement l'indice de Gini. Hein. Vous connaissez l'indice de Gini. Hein. C'est simplement de dire qu'une parfaite égalité, ça correspond à 0. C'est-à-dire tout le monde a la même quantité d'argent. Ça existe nulle part, hein. Même dans les sociétés qui sont voulues égalitaires, ça n'existe pas. Et puis des sociétés totalement inégalitaires, avec un système de 1, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a toute la richesse, les autres n'ont rien. Ça peut pas exister parce que toutes les autres mourraient, quoi. Donc ils ne pourraient pas se nourrir, quoi. Mais finalement, on a en fait des valeurs qui s'étalent entre 0 et 1, plus ou moins. Et là, on s'aperçoit de deux choses importantes, c'est que son index de bonheur subjectif diminue avec l'inégalité économique du pays. On est mal, quelle que soit sa propre santé, quand finalement on vit dans un pays avec une forte inégalité économique, qui peut être perçue, qui peut être objective. Et ce qui est plus important, c'est que aussi en termes d'espérance de vie en bonne santé, healthy life expectancy, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a aussi une baisse de l'espérance de vie en bonne santé quand on vit dans un pays à forte inégalité. Pour l'instant, pour la chance de la France, fait partie de ces pays qui ont encore une relative faible inégalité économique, même si en fait elle s'accroît ces dernières années. Pour reprendre. Ça a un impact, oui. Et là, c'est plutôt des gens comme Michael Mermott qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui sont intéressés finalement à l'inégalité économique au sein des pays et l'inégalité de santé, de survie au sein d'un pays. Il a fait une étude très intéressante qui c'était dans le ministère de la Santé d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, pardon, du Royaume-Uni, et il a regardé la différence de santé, d'espérance de vie entre le ministre et le portier. La différence d'espérance de vie est la même que la moyenne entre l'espérance de vie pour l'Angleterre et celle du Ghana. C'est-à-dire qu'on a en fait une inégalité d'espérance de vie, la même variance qu'entre les pays. Et il reprend d'autres statistiques qui sont finalement comment on peut évoluer, et ça on revient sur du Global Health, et sur des aspects aussi finalement comment on peut changer les choses, quoi. On regarde par exemple ici, c'est les salaires moyens en dollars constants d'un travailleur américain sur les 11 dernières années, sur 11 ans. Ça, c'est l'augmentation de son revenu en US dollars constants. Ça, c'est l'augmentation de sa couverture sociale en US dollars constants. Donc on s'aperçoit que le gap, il est là. Il devient de plus en plus important, de plus en plus sa couverture sociale devient énorme par rapport à ses propres gains. Ça pose des questions. Et donc ça veut dire aussi que ça, c'est un aspect gouvernance très important. C'est évidemment quelles sont les politiques de santé qui peuvent accompagner et les politiques de justice sociale qui peuvent accompagner un pays pour faire face justement à ces problèmes environnement-santé. Voilà, donc je vais finir là pour reprendre pour les discussions et de se dire que on est toujours là et c'est un peu que faire quand on a plusieurs à signer, avoir signé justement les Maintaining Humanity's Life Support System ou travailler en même temps avec les différentes alertes, quoi. On a une planète complètement dominée par les humains, je dirais dominée aussi par les animaux domestiques, hein, d'élevage. La santé, la biodiversité, l'environnement, on est dans ce cœur-là. Et finalement, est-ce qu'on est en limite de maintien de nos systèmes de santé et de biodiversité? Merci. C'est long, hein. C'est long, hein.